Bonjour, merci beaucoup d'être présent à ma présentation. Voici deux photos. Qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être que vous pensez que l'une est correcte. Là, on parle de recyclage, on est content. Et l'autre, eh bien, on pousse des déchets dans l'eau. C'est une pratique qu'on ne veut pas voir, qu'on ne veut plus voir. C'est une pratique d'un autre temps. Cette photo a été prise dans le parc d'entreprise à Pointe-Saint-Charles, le sujet sur lequel je vais vous parler plus tard. L'objectif de la conférence est de voir justement que cette pratique existait il n'y a pas si longtemps et également qu'on peut la réhabiliter, on peut valoriser ces terrains. Il y a une deuxième vie pour ces terrains-là. Je vais raconter une anecdote. Je suis arrivée en 2006 à Montréal, puis je suis arrivée sur le plateau, comme beaucoup de Français. Et j'ai été une victime d'un acte qui m'a un peu choquée à l'époque. Une voiture est passée devant moi, puis a ouvert sa fenêtre et a jeté un sac de McDo dans la rue. Je me suis dit, en 2006, comment ça, on peut encore jeter des affaires par la fenêtre en pensant que quelqu'un d'autre va le ramasser, que ça va se désagréger? J'en revenais pas. Et puis les années ont passé et j'ai été engagée par la ville de Montréal pour travailler sur le parc d'entreprise de la Pointe-Saint-Charles, le PEPS, comme on l'appelle entre nous. Donc, ce dépotoir où on jetait justement les déchets dans le fleuve. Donc, le PEPS, c'est juste une partie du dépotoir qui fait 500 mètres de large. Donc, il faut imaginer que les berges, en 1801, étaient tout en haut là, de la zone grise, tandis qu'aujourd'hui, eh bien, c'est sur le bord de l'autoroute Bonaventure, 500 mètres plus loin. C'était impressionnant, puis je me disais, écoute donc, quand même, ça s'est terminé en 1967. J'habite dans le quartier, puis j'ai des voisins quand même qui ont connu le dépotoir, qui ont connu les odeurs nauséabondes, des incendies. Peut-être qu'à l'époque, en 1967, il y a un Montréalais qui rêvait d'une vie écologique, mais je pense pas que c'était tellement les préoccupations de l'époque. Je pense qu'ils étaient plus sur la révolution tranquille et puis la crise d'octobre et que l'environnement arrivait en second plan. C'était une autre période. Mais quand même, nos parents s'en souviennent. Le parc d'entreprise de la Pointe-Saint-Charles est extrêmement bien situé. Il est situé entre le pont Champlain, le pont Victoria, 2-3 km du centre des affaires, donc idéalement situé pour faire un parc de haute technologie. C'est pourquoi la ville l'a acheté en 1989 sous le terme de Technoparc et avait de grandes ambitions pour ce terrain-là. Donc, le parc d'entreprise de la Pointe-Saint-Charles représente le tiers de l'ancien dépotoir, la tache grise que vous voyez. Mais quelques années après, en 1990, on a commencé à avoir des hydrocarbures le long du fleuve. Donc, la ville n'a pas eu le choix de mettre en place des mesures temporaires, des estacades, des boudins absorbants pour capter ces hydrocarbures-là, éviter qu'ils s'en aillent vers le fleuve Saint-Laurent. Donc, on a commencé une série d'études. Il y a eu plus d'une centaine d'études environnementales qui ont été réalisées pour mettre un frein à cette contamination, comprendre d'où elle venait. Et non seulement les hydrocarbures sont présents et sont vraiment faciles à identifier, mais également l'eau est toxique. Comme vous l'avez vu, c'est un dépotoir, c'était toutes sortes de déchets qu'on voyait, qu'on emmenait dans le fleuve finalement, puis ces déchets se sont dégradés dans le temps. Et en se dégradant, ils ont généré notamment de l'azote ammoniacal qui rend l'eau toxique. Comment on mesure la toxicité de l'eau? Eh bien, bon, de manière très simplifiée, on prend un échantillon d'eau, on prend les truites, on les met dans l'échantillon d'eau et on mesure combien de truites vont mourir au bout d'un certain temps. C'est assez simple. Donc, il fallait réagir, excusez-moi. Donc, avec les autres propriétaires de l'ancien dépotoir, qui sont les ponts Jacques-Cartier-Champlain, l'entité fédérale, le ministère de l'Environnement et du Québec, c'était provincial, on a décidé de mettre en place une solution coordonnée. Le côté ouest de l'ancien dépotoir, c'est le ministère de l'Environnement et les ponts Jacques-Cartier-Champlain qui sont propriétaires, tandis que le côté est, c'est la ville de Montréal et les ponts Jacques-Cartier et Champlain. Également, un peu plus au nord, il y a les Canadiens National qui est propriétaire d'une partie de l'ancien dépotoir, mais a décidé de ne pas collaborer dans cette solution. Donc, ce qui nous intéresse, c'est vraiment le côté est. Donc, la ville de Montréal, propriétaire du parc d'entreprise de la Pointe-Saint-Charles, et les ponts Jacques-Cartier et Champlain qui sont propriétaires de l'autoroute Bonaventure qui borne le fleuve.
Donc, il y a une étude de faisabilité qui a été réalisée en 2013 et à l'issue de cette étude, on a décidé de mettre en place des écrans étanches. Donc, on a creusé une tranchée d'1 mètre et on a mis des parois imperméables. Du côté des ponts Jacques-Cartier et Champlain, c'est ce qu'on appelle un mur flottant. Bon, pas que ça flotte sur l'eau ou sur le sol, mais que finalement, on visait uniquement les hydrocarbures au-dessus de l'eau. Donc, ça n'allait pas jusqu'au roc, ça ne bloquait pas l'eau souterraine d'aller vers le fleuve. Tandis que la ville a fait un écran étanchéité ancré au roc de 15 mètres de profondeur, de 1,9 km de long, qui va jusqu'au roc, bien sûr, et donc qui bloque à la fois les hydrocarbures et l'eau souterraine d'aller vers le fleuve. Donc ici, on voit l'appel qui a été utilisé pendant les travaux. Donc c'est de la grosse machinerie. Dans un milieu urbain, c'est des beaux défis. L'un des premiers défis qui nous a suivis tout au long du projet, c'est la coordination. Quand on parle de coordination, on parle de coordination avec les parties externes notamment. On est dans une zone où il y a beaucoup toujours de grands chantiers, notamment la construction du nouveau pont Samuel de Champlain, et la construction du nouveau train léger, le REM, qu'on appelle, qui est en cours. Donc, ces deux projets se juxtaposent avec le nôtre, autant en termes de temps, d'échéancier, que d'espace. Donc, il a fallu trouver des ajustements, des compromis, décaler des bretelles, décaler des puits. Vous voyez sur le rond, là, on voit un peu une petite tache noire, ça c'est notre puits de captage. Et au-dessus, on voit une structure aérienne, c'est le train léger sur rail. On n'est vraiment pas loin, puis on a toujours une petite crainte de savoir ce qui va arriver avec notre puits. L'autre volet de la coordination, mais non le moins, c'est la coordination à l'interne, les sous-traitants et autres. Au total, il y a plus de 300 personnes qui ont travaillé sur le projet. Donc, ça fait beaucoup de monde. Puis, c'est sûr que dans le temps actuel, en tout cas avant Covid, on avait quand même beaucoup de problématiques de roulement de personnel, de manque de personnel, de professionnels. Donc, le projet s'est étalé sur plus de 5 ans, donc c'est sûr qu'on a beaucoup de monde qui sont passés sur le projet, des fois 1 an, des fois 2 ans, des fois 4 ans, mais il a fallu toujours faire un transfert de connaissances, s'assurer que l'information allait être prise en considération, qu'on n'allait pas oublier des morceaux, donc le terme transfert des connaissances a vraiment été un élément majeur du projet. Également les réseaux urbains. Vous voyez la taille de l'appel. Circuler entre des massifs de fibres optiques, électriques et autres, ça n'a pas été facile. Puis je vous dirais qu'il y a des surveillants qui ont mal dormi certains soirs en pensant à ce qui s'en venait le lendemain. On n'a pas eu trop de bruit, juste un seul, puis c'était vraiment un accident. Ça a été quand même assez vite réparé. Puis finalement, les obstacles. On creusait, mais on creusait dans les déchets. On ne savait pas du tout sur quoi on allait tomber. Est-ce qu'on allait tomber sur une carcasse de voiture, sur des pneus, du bois? C'était le gros inconnu. Donc, on est tombé sur des gros blocs. Il y a la machinerie spécialisée qui est venue pour la casser, pour pouvoir passer au travers. On a eu des secteurs avec plein de pneus également. Et au final, bon, on a quand même, ça s'est quand même bien passé. On n'a pas eu trop de pertes quand on a injecté notre coulis de ciment bâtonné qui faisait l'étanchéité de notre tranchée. On avait un peu peur que ça s'en aille parce qu'on avait, mettons, une carcasse de voiture. Mais non, globalement, ça s'est très bien passé. Mais une fois cet écran fait, on a donc une paroi étanche d'1,9 km de long. L'eau, donc forcément, s'arrête au niveau de l'écran, c'est l'objectif de cet écran-là. Donc, il faut l'acheminer, la pomper vers une usine de traitement. Cette usine de traitement est en cours de construction et sera opérationnelle d'ici la fin de l'année. Donc, au total, on a 23 puits qui sont orientés vers l'usine de traitement via 18 collecteurs. Ce que ça signifie, c'est qu'au lieu d'avoir un seul tuyau qui achemine ces 23 puits vers l'usine, on a 18 tuyaux qui amènent cette eau à l'usine. L'avantage, eh bien, il est assez simple, c'est que la contamination de l'eau souterraine n'est pas homogène partout. Il y a de l'eau souterraine qui est contaminée pour les hydrocarbures, d'autres pour l'azote ammoniacal. Donc, on ne voulait pas nécessairement traiter 100% de l'eau pompée pour tous les paramètres. Donc, en ayant 18 collecteurs, on oriente chacun des collecteurs vers une des 3 voies disponibles. La première étant le traitement des hydrocarbures, la deuxième, l'azote ammoniacal, et la troisième, finalement, un bypass qui s'en va vers l'usine. Car l'eau
est contaminée, mais parfois respecte les rejets à l'égout. Et bien sûr, il y a un second traitement aussi au niveau de l'usine de traitement de la ville de Montréal avant le rejet au fleuve. Donc, vous vous souvenez, notre dépotoir, donc cette dégradation d'azote ammoniacal, une des choses très intéressantes du procédé qui a été choisi, mis en place pour l'azote ammoniacal, c'est que c'est un procédé de précipitation. Donc, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on injecte différents produits et on produit une boue qui est composée d'azote, bien sûr, puisqu'on parle d'azote ammoniacal, mais aussi de phosphore et de magnésium, ce qui fait que ça a toutes les caractéristiques pour pouvoir être un engrais. Donc, un de nos objectifs, on y travaille, mais c'est sûr que pour l'instant, il est un peu encore trop tôt, c'est de pouvoir valoriser cette boue et de l'utiliser comme engrais. Donc, on passerait d'un dépotoir pour finalement une matière première comme engrais. Donc, on travaille là-dessus. On aura les tests une fois que l'usine sera vraiment opérationnelle, mais c'est un beau défi. Et finalement, eh bien, le site, bon, maintenant, il n'y a plus d'hydrocarbures qui longent le fleuve, comme les photos qu'on voyait plus tôt. Il y a des projets de la ville de Montréal en collaboration avec la Société d'éponges à quartier Champlain pour développer une piste cyclable le long du fleuve, bouger un peu l'autoroute. Vous avez vu qu'actuellement, l'autoroute borde vraiment le fleuve, donc elle sera un peu décalée pour avoir un parc linéaire urbain qui valorisera le terrain et puis également les terrains qui sont vacants encore un peu plus au nord pourront être valorisés. Cela met fin à la présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci.